Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver, enfin plutôt toutes, je crois. Je crois qu'il y a un homme parmi nous, mais ça ne change rien, bien entendu. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, comme vous savez, je vais vous parler de l'obsolescence programmée. Mais j'aimerais avant tout commencer par une petite histoire. C'est l'histoire d'une petite ampoule qui brille assez faiblement au plafond d'un hangar, abritant des camions de la caserne de pompiers située au 4550 East Avenue à Livermore, une petite cité de 88 000 habitants en Californie. Cette petite ampoule, eh bien, elle date d'une époque où l'idée d'ampoule basse consommation et autres LED n'était venue à personne et où les économies d'énergie n'étaient tout bonnement pas nécessaires. Cette ampoule a en effet été mise en service pour la première fois en 1901. Lorsqu'elle a été installée, c'était une simple ampoule de 60 watts branchée sur le réseau électrique de l'époque du 110 volts. Et puis au fil des années, sa luminosité a diminué jusqu'à se stabiliser autour de 4 watts aujourd'hui. Il faut savoir que cette ampoule détient le record mondial de durée de vie dans sa catégorie. Cette ampoule est en fait dotée d'un filament en carbone qui dure plus longtemps que le tungstène utilisé aujourd'hui. Mais le carbone a un défaut majeur, il finit par noircir la paroi de l'ampoule. Et puis, le carbone a aussi une autre tare, il est beaucoup plus cher que le tungstène. Tout ça pour dire que cette petite ampoule est devenue la véritable vedette des partisans de la lutte contre la surconsommation et de l'obsolescence programmée. Sa seule survie suffirait à démonter entièrement notre modèle économique du tout jetable, celui de la croissance et de la jouissance immédiate au mépris des conséquences sur le long terme, la destruction de la planète, la poursuite autodestructrice du profit, la souffrance humaine, j'en passe et des meilleurs. Alors heureusement, en France, il y a une loi contre l'obsolescence programmée. Alors cette loi dispose que l'obsolescence programmée se définit par l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Cette loi ajoute que l'obsolescence programmée est punie d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 300 000 euros. Alors, jusqu'ici, il n'y a pas eu de peine appliquée, c'est une loi qui est encore récente, mais cela pourrait changer. 2 plaintes ont en effet été déposées à l'initiative du collectif HOP, H-O-P, Halt à l'obsolescence, contre Apple et Epson, qui sont accusés d'utiliser ces pratiques. Et puisqu'on parle d'Epson et d'imprimantes, j'aimerais m'attarder un peu sur ce cas. Le cas de l'imprimante est un grand classique. C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit quand on parle d'obsolescence programmée. Il faut en fait savoir que ce cas d'école est bien particulier. Il s'agit en fait d'un marché où le consommateur est captif, c'est-à-dire qu'il est à la merci d'un seul fabricant d'imprimantes. Le modèle économique des vendeurs d'imprimantes ne vous est certainement pas inconnu. Donc, les imprimantes sont peu chères, mais les cartouches, elles coûtent la peau des fesses. Et donc, comme je vous le disais, le consommateur est coincé. Il est obligé d'acheter des cartouches compatibles avec la marque de son imprimante. Et donc, l'utilisateur n'évolue pas dans un marché libre. Il est bel et bien captif à la merci d'un seul fabricant. Et donc, cette situation est tout à fait comparable à celle d'un monopole. Mais passons à un autre cas de figure. Dans un marché qui compte de nombreux acteurs économiques, l'obsolescence programmée, en tout cas au sens où on l'entend pour les imprimantes, est beaucoup plus difficile à imaginer. Mettons qu'un fabricant de télévision limite la durée de vie de sa télévision à 3 ans. Eh bien, il est peu probable que le consommateur qui voit sa télévision s'arrêter de marcher en rachète une de la même marque droit derrière.
Cela nuit donc directement aux fabricants. Et on arrive là donc à une certaine limite de la notion d'obsolescence programmée, au moins dans son acception populaire. Et c'est en tout cas le point de vue de Serge Latouche, un économiste français très connu et qui a longtemps travaillé sur ces questions et qui pourtant est très critique de la société de consommation. Alors tout ça n'est pas pour dire que l'idée d'obsolescence programmée n'a pas de mérite. Elle décrit, à n'en pas douter, un phénomène bien réel qui présente de nombreuses facettes que je décrirai un peu plus loin d'ailleurs. On peut regretter toutefois, je pense, que le terme obsolescence programmée entretienne un certain flou conspirationniste qui pousse à la caricature et à la simplification et qui dénote, je pense, un certain manque de sérieux. On peut, je crois, préférer le terme d'obsolescence accélérée. C'est d'ailleurs le terme qu'utilisent un certain nombre d'intellectuels qui travaillent sur le sujet. Alors, toujours est-il que selon le collectif HOP, que j'ai cité un peu plus tôt, il existe plusieurs types d'obsolescence accélérée. Nous avons tout d'abord l'obsolescence, un type d'obsolescence assez évident, l'obsolescence esthétique. Pensez là aux critères de beauté qui évoluent au fil du temps et très rapidement et qui poussent des objets qui jusqu'ici étaient à la mode vers la porte de sortie. Ensuite, on a l'obsolescence dite indirecte. On entend par là la mise à l'arrêt de la production des pièces détachées constituant un appareil, rendant cet appareil donc obsolète dès la première panne. Troisième cas de figure, l'obsolescence par notification. C'est une forme assez évoluée d'auto-péremption qui consiste à concevoir un produit de sorte qu'il puisse signaler à l'utilisateur qu'il est nécessaire de le réparer ou de le remplacer en tout ou en partie. C'est le cas, par exemple, de certaines imprimantes qui avertissent l'utilisateur que les cartouches d'encre sont vides alors qu'elles ne le sont pas du tout. Quatrième point, l'obsolescence par incompatibilité. C'est une technique qui vise à rendre un produit inutile par le fait qu'il n'est plus compatible avec les versions ultérieures. C'est le cas, par exemple, d'anciens modèles d'iPhone devenus inutilisables ou presque parce qu'ils sont incompatibles avec les nouvelles mises à jour. Et puis, finalement, nous avons l'obsolescence fonctionnelle qui consiste à ce qu'un défaut affectant le produit, comme une pièce qui ne fonctionne plus, par exemple, rende l'ensemble du produit inutilisable. En général, le coût de réparation, compté la pièce de remplacement, la main-d'œuvre et les frais de transport, est supérieur au prix d'un appareil neuf vendu dans le commerce. Il est donc très peu intéressant de faire réparer l'appareil. Donc voilà un peu l'étendue des pratiques que les entreprises exploitent pour augmenter leurs profits en coinçant les consommateurs dans des marchés captifs et en cherchant à augmenter le taux de remplacement de leurs produits. En outre, les entreprises encouragent aussi à la surconsommation à outrance par la publicité et leurs techniques de marketing agressif. Mais passons maintenant à un point un peu plus fâcheux. Les consommateurs, sont-ils, eux, des victimes parfaites ? Je vous pose la question. Après tout, les consommateurs achètent des appareils en connaissance de cause. On sait qu'un frigo ne va pas durer 10 ou 15 ans. Penser que les consommateurs sont naïfs au point de ne pas prendre en ligne de compte la longévité des produits revient à les transformer en robots complètement débiles qui ne font qu'agir sur commande des méchants fabricants. En réalité, la durabilité d'un appareil est un facteur parmi d'autres, comme l'esthétique, les fonctionnalités, le prix, etc., etc. Les consommateurs savent pertinemment qu'un modèle bas de gamme sera certainement moins durable que son équivalent haut de gamme. Leur choix en faveur de tel ou tel produit reflète aussi leur hiérarchie des valeurs. Autrement dit, les consommateurs ne valorisent peut-être pas la durabilité autant que l'on aime à l'imaginer.
j'en reviens à Serge Latouche. Cet intellectuel fait remarquer sur ce point que de nombreux consommateurs n'attendent pas qu'un produit touche à sa fin pour acquérir un nouveau modèle. Dans ce cas-là, l'obsolescence est voulue et même provoquée par les consommateurs. Alors que faire face à cela? Eh bien, je passerai un peu plus tard aux mesures que l'on peut adopter pour faire face à ce genre de cas de figure. Mais je continue avec les critiques vis-à-vis de l'idée d'obsolescence programmée ou obsolescence accélérée qui serait imposée aux consommateurs par les fabricants. Deuxième critique. Comment déterminer qu'un produit a été délibérément trafiqué pour rendre sa durée de vie plus courte? À nouveau, Serge Latouche note qu'il est hasardeux de tracer une limite entre l'obsolescence accélérée, qui est voulue et pensée comme telle par les industriels, et la conception d'un produit, qui implique forcément des choix et des renoncements entre différents matériaux, entre différentes technologies, entre des apparences diverses et variées, des fonctionnalités multiples, de nombreux marchés cibles qui sont bien distincts les uns des autres. Posez-vous la question, achèteriez-vous une voiture qui vous dure toute une vie, mais qui ne roule qu'à 10 km/h? Et la même voiture, cette fois rapide, mais qui n'offre aucune sécurité en cas d'accident? Je pense que ces questions sont assez évidentes et ont une réponse toute trouvée. Je reviens à l'exemple de l'ampoule dont je parlais au début de mon exposé. Cette ampoule est bien centenaire, mais elle n'éclaire pratiquement pas 4 volts, 4 watts seulement. Alors à quoi bon utiliser une telle ampoule? J'en viens à la troisième critique. La majorité des fabricants font tester la durabilité et la sûreté de leurs produits pour garantir aux consommateurs certaines caractéristiques de base. Ça fait partie de leur argument de vente. Mais ces tests sont coûteux en temps et en ressources. Les fabricants doivent, encore une fois, arbitrer entre les coûts associés aux tests, les garanties que ceux-ci confèrent aux produits, les attentes des consommateurs et ce que fait la concurrence. On ne peut pas éprouver la durabilité d'un appareil sur 10 ans alors qu'il est attendu sur le marché la semaine prochaine. Et d'ailleurs, les médicaments rencontrent le même problème avant leur mise sur le marché. Pas assez de tests et le produit peut être dangereux, trop de tests et un bon médicament n'est pas délivré à temps à des personnes souffrantes. Il faudra donc trouver le bon point d'équilibre. Donc on le voit, le problème est donc partagé entre les industriels et les consommateurs. Il est vrai que les industriels n'ont pas particulièrement intérêt à rallonger la durée de vie de leurs produits et à proposer des réparations bon marché. Ils n'ont pas non plus intérêt à encourager la frugalité et la durabilité, c'est vrai. Mais les consommateurs, eux, sont à la recherche de produits qui satisfont toutes leurs attentes, toutes leurs demandes, des produits grands mais petits, des produits efficaces mais pas chers, jolis et qui reflètent leur personnalité, pratiques mais avec plein de fonctionnalités. Bref, il faut reconnaître que les désirs des consommateurs influencent les industriels autant, si ce n'est plus, que l'inverse. Alors, que faire face à cette problématique qui, manifestement, est bien épineuse? Eh bien, j'aimerais faire référence au livre blanc publié par HOP, intitulé « 50 mesures pour une consommation et une production durable ». Alors, ce livre blanc fait état d'un certain nombre de propositions bien concrètes qui peuvent être mises en œuvre par le gouvernement français pour lutter contre la surconsommation et les problèmes d'obsolescence. Ces propositions, il y en a beaucoup, je ne vais pas toutes les passer en revue puisque le temps presse. Je vais seulement en citer deux. Alors, il y a la première proposition qui est d'étendre la garantie des produits de 2 à 5 ans. En effet, l'idée est que plus les pannes sont à la charge des fabricants, plus les fabricants devront améliorer la durabilité et la réparabilité de leurs produits. Alors, il y a un point négatif qui devrait venir tout de suite à l'esprit.
l'augmentation des prix des appareils. Les fabricants pourraient faire payer la différence aux consommateurs. Alors, peut-être qu'on peut se réjouir de la baisse de consommation qu'une hausse des prix engendrerait, je peux le comprendre, mais une telle évolution pourrait se révéler très impopulaire, notamment aux yeux des plus pauvres, qui paieraient un surcoût important par rapport à leurs revenus, et cela pose aussi des problèmes d'iniquité qui sont non négligeables, je crois. Deuxième proposition de ce collectif, afficher en magasin la réparabilité des produits, c'est-à-dire comment réparer un appareil, à quel coût, par qui, etc. Cette mesure serait bien plus subtile, moins autoritaire, je crois, et on peut s'attendre à moins d'effets négatifs. Comme je le disais, il y a toutes sortes de propositions dans ce petit livre blanc. Je vous invite à le consulter. Je l'ai trouvé, pour ma part, assez intéressant et j'espère que ce petit exposé sur l'obsolescence programmée, ou plutôt l'obsolescence accélérée, vous a intéressé. En tout cas, merci de votre attention.